Bonjour. Monsieur et Madame Marx, professeur Weber et Vézina, Madame la doyenne, est-ce que la doyenne est ici? Oui. Oh, j'avais oublié de partir l'enregistrement. Et je ne peux pas m'empêcher de ne pas saluer M. Scott, M. Mackay. Mesdames, Messieurs, en mon nom et celui de mon collègue Anne Rouzou, sans qui cet événement n'aurait pas lieu, je vous souhaite la bienvenue à la 5e conférence annuelle Chevrette-Marx en droit constitutionnel. Ces conférences annuelles visent à présenter et diffuser des contributions originales en droit public dans une formule hybride, combinant l'allocution d'un éminent conférencier, conférencière, et une discussion avec un répondant ou une répondante. Ce cycle de conférences, organisé par la Faculté de droit de l'Université de Montréal, a été établi en l'honneur de deux anciens professeurs de notre faculté. François Chevrette y a été professeur de droit public de 1968 jusqu'à son décès en 2012. De 1984 à 1988, il a été aussi doyen de la faculté, de notre faculté. Herbert Marx, quant à lui, a été professeur de droit constitutionnel de 1969 à 1979, année où il a été élu à l'Assemblée nationale du Québec. Entre 1985 et 1988, il a été ministre de la Justice et en 1989, Herbert Marx a été nommé juge de la Cour supérieure du Québec, fonction qu'il a occupée jusqu'en 2007. M. Marx et son épouse Eva sont parmi nous ce soir. Dans un monde... Vous me devancez, parce que j'allais dire, M. Marx et son épouse Eva ils sont parmi nous ce soir. Dans un monde où les institutions excitent le mépris plus souvent que l'enthousiasme, je tiens à remercier M. Marx pour sa remarquable générosité qui a rendu possible ces conférences et pour son indéfectible fidélité à notre faculté. Merci beaucoup. Je vais vous présenter maintenant notre conférencier principal et lorsqu'il aura terminé son allocution, je me ferai le plaisir de vous présenter sa répondante, Mme Christine Vézina. Grégoire Weber, par où commencer? Peut-être en soulignant qu'il partage avec M. Marx un regard vif dont l'intensité et la pénétration vrillent son interlocuteur. Regard qui s'accompagne généralement, comme chez M. Marx, d'un sourire malicieux. Titulaire d'une chaire de recherche du Canada en droit public et en philosophie du droit à la faculté de droit de l'Université Queen's, il est également associé au département de philosophie de la même université et chercheur invité à la London School of Economics and Political Science, où il enseignait auparavant. Titulaire d'un baccalauréat en droit civil et en common law de l'Université McGill et d'un doctorat en droit de l'Université d'Oxford, où il a étudié en tant que boursier Trudeau, le professeur Weber a par la suite travaillé pour les juges André Rochon de la Cour d'appel du Québec et Ian Bean de la Cour suprême du Canada. Universitaire dans l'âme, il n'a cependant pas dédaigné la fonction publique. Au contraire, il y a occupé diverses fonctions, entre autres conseiller principal auprès du bureau du conseil privé et conseiller en affaires juridiques auprès de la ministre de la Justice et procureur général du Canada. Enfin, il est cofondateur et directeur général de l'Institut de plaidoirie devant la Cour suprême, dont la fonction consiste à fournir gratuitement des conseils aux avocats-avocates qui se présentent devant la Cour suprême du Canada. Le gouverneur général David Johnston lui a décerné une médaille du service méritoire, division civile, pour souligner sa contribution en tant que cofondateur de l'Institut. Si Grégoire est parmi nous, ce n'est pas simplement parce qu'il est brillant. C'est aussi parce qu'il a sincèrement aimé François Chevrette qui le lui a bien rendu. C'est avec lui qu'il a commencé à découvrir les plaisirs du droit constitutionnel et de la philosophie du droit. Ils ont même écrit ensemble un article remarquable sur la procédure dite des avis consultatifs. Et c'est le fruit de plusieurs années de réflexion impulsée par François Chevrette et mûrie par une curiosité insatiable, dont je peux témoigner lui ayant moi-même enseigné, que vient nous livrer aujourd'hui le professeur Weber. Laissez-moi vous dire un mot de ce qui vous attend. Avant la création de Pandore, raconte le poète grec Hésiode,
dans les travaux et les jours, les hommes vivaient sur la terre à l'écart et à l'abri des peines, de la dure fatigue, des maladies douloureuses qui apportent le trépas aux hommes. Mais cette félicité allait être brisée par le geste posé par Pandore, cette femme, la toute première, façonnée dans l'argile par Héphaïstos et animée par la déesse Athéna. Sitôt parvenue dans la société des hommes, nous raconte Hésiode, et je cite, « Enlevant de ses mains le large couvercle de la jarre qu'elle porte avec elle, elle dispersa tous les maux, MAUX, par le monde et prépara aux hommes de tristes soucis. Seul l'espoir restait là, à l'intérieur de son infrangible prison, sans passer les lèvres de la jarre, et ne s'envola pas au dehors, car Pandore avait déjà replacé le couvercle par le vouloir de Zeus. » Ce qui retient l'attention dans cette légende, c'est moins le sort malheureux fait encore une fois aux femmes, mais plutôt le sort qui est fait à l'espoir. Comment se fait-il que l'espoir, qu'on associe généralement à un bienfait, ait été dans la jarre? L'espoir serait-il un mal? Et si c'est le cas, alors pourquoi ne pas l'avoir laissé s'échapper avec les autres? Hésiode semble laisser entendre que l'espoir peut être une bonne ou une mauvaise chose. C'est un peu le même genre de propos auquel nous convie aujourd'hui Grégoire Weber, en s'interrogeant sur le droit et les droits. En effet, les droits, selon la définition qu'on en donne, peuvent occulter ou au contraire mettre en lumière la consubstantialité du droit, des droits et de la justice. Grégoire le démontrera avec brio, il n'est pas dit que l'invocation d'un droit à l'encontre d'autrui soit toujours juste. En mettant l'accent sur la dimension relationnelle du droit et de la justice, Grégoire Weber cherchera à nous convaincre, comme il le dit lui-même, qu'il est possible de marier la notion des droits à celle de justice et donc d'apporter la même réponse aux deux questions suivantes. Suis-je dans mon droit et puis-je agir en me fondant sur mon droit? Je lui laisse donc le soin de nous expliquer si le droit et les droits doivent rester ou non plaqués sous le couvercle de la boîte de Pandore. Votre question me fait hurler de plaisir. Seulement vous aurez pu penser à cette question. Votre question me fait rouler par terre. Voilà 3 déclarations de François Chevrette qui animaient presque chacune de nos rencontres en droit constitutionnel durant l'année scolaire 1999-2000 qui débuta il y a 20 ans ce mois-ci. François était un enseignant de premier plan. Il m'a donné le goût du droit et, comme Jean l'a mentionné, le goût d'une carrière académique. À l'été 2000, j'ai travaillé avec lui comme assistant de recherche. Si par « avec lui », on entend qu'en début avril, il a quitté pour son chalet avec son chien, le Bic, me laissant sa clé de bureau et me laissant le plaisir de découvrir pour moi-même, sans assistance, comment faire de la recherche académique. François a fait preuve d'une grande générosité tout au long des années que je l'ai connu. Sa générosité n'était pas seulement celle du bon professeur, en m'appuyant avec des lettres de recommandation ou en lisant des projets de recherche. À la fin de mon été comme assistant de recherche avec lui, il m'a invité à rédiger un chapitre de livre avec lui célébrant le 125e anniversaire de la Cour suprême du Canada. À vrai dire, nous avons célébré le 128e anniversaire de la Cour suprême, car notre chapitre qui était dû apparaître en l'an 2000 n'a été finalisé que 3 ans plus tard. La générosité de François était aussi celle du bon ami. À plus d'une reprise, il a invité toute ma famille chez lui à souper dans sa magnifique bibliothèque. Et à chaque reprise, à remercier chacun des invités en leur offrant un livre, soit de sa bibliothèque ou qu'il avait acheté le jour même, mais toujours avec une belle dédicace. Le sujet que j'aborde avec vous aujourd'hui en est un qui serait très familier pour François, car il reprend l'une des questions que j'avais soulevées en classe il y a 20 ans,
lors de notre étude de l'article 1er de la Charte canadienne des droits et libertés. Je ne me rappelle pas si ma question, ou comment j'avais formulé ma question, ou si elle avait fait hurler François, ou s'il avait roulé par terre, mais il s'agit d'une question et d'un sujet que j'ai longtemps discuté avec lui. Je remercie Herbert Marks et son épouse Eva Marks d'être parmi nous aujourd'hui, et je note la présence de plusieurs de mes anciens professeurs dans la salle. Je vous remercie tous d'être ici avec nous en après-midi. Je remercie tout chaleureusement Jean Leclerc et Anne Rouzou de m'avoir invité à prononcer la 5e conférence Chevrette Marks et à ainsi continuer cette belle conversation avec mon professeur, mon mentor et mon ami François Chevrette. La réflexion philosophique sur les droits et le droit progresse et régresse. C'est un signe de régression que la jurisprudence et la doctrine en matière de droits de la personne tiennent pour acquis que les droits et le droit s'opposent généralement, conçoivent les droits de manière à omettre les relations entre les personnes nécessaires pour que les droits de tout un chacun soient respectés, et dépouillent les droits de leur priorité en les reléguant, sauf exception, à un statut annulable, comme l'illustrent les atteintes justifiées aux droits maintenant monnaie courante. Rien de tout cela n'est comme il se doit. Cette conférence examinera comment la jurisprudence en matière des droits de la personne a atteint ses positions et démontrera comment l'étude des relations entre les droits, le droit et la justice dresse une carte pour cheminer vers la correction de leurs erreurs. La relation entre les droits et le droit positif est suggérée par le suivi des significations du mot latin « ius » dans les traditions civilistes. Ce que l'anglais englobe en son terme unique « law » se traduit en français et en d'autres langues comme « loi », mais aussi comme « droit »,« avoir raison » et « juste ». Ce jumelage nous invite à concevoir comme préoccupation du droit la quête de ce qui est juste. Or, comme le suggère la trajectoire historique du terme latin « ius », ce qui est juste est de donner à tout un chacun ses droits. La relation entre les droits et la justice est suggérée non seulement par leur racine latine commune, mais aussi par l'association conceptuelle entre les deux concepts qu'ont fait différentes personnes en différents endroits, à différentes époques, y compris par les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une conclusion que les lois sont justes peut être exprimée de façon équivalente comme une affirmation que les droits de tout un chacun soient respectés. Compris de la sorte, les droits comme la justice interviennent au sein d'une collectivité de personnes. Et comme la justice, les droits se préoccupent des relations interpersonnelles énoncées dans différentes lois et dispositions établies dans les collectivités politiques. En d'autres mots, les droits et le droit ne s'opposent pas dans la mesure où la responsabilité incombe au droit de concrétiser les droits au sein d'une collectivité. La Déclaration universelle des droits de l'homme cherchait à affirmer, dans toute la mesure possible pour une entreprise humaine localisée, la portée et la force universelle des droits de la personne. Le succès de cette initiative, au moment du vote final devant l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 1948, reposait sur l'abstraction du texte, afin que chacun des droits énumérés puisse être concrétisé en droit interne de différentes façons. Les rédacteurs de la Déclaration cherchaient à affirmer les droits, sans toutefois préciser en tout point les relations interpersonnelles qui établissent les droits au sein d'une collectivité. La formulation de la Déclaration tire son origine d'une ébauche qu'avait préparée un Canadien, John Humphrey, premier directeur de la Division des droits de l'homme du Secrétariat des Nations unies. Celui-ci avait donné comme instruction à son personnel d'étudier toutes les constitutions et tous les instruments portant sur les droits qui existaient dans le monde. La création de la Déclaration a commencé à l'échelle locale, tout en ayant des aspirations universelles. Des tentatives nationales et régionales d'énoncer des droits et des libertés pour certaines collectivités ont inspiré l'appel plus vaste vers l'universalité pour toutes. C'est peut-être à cause de cette approche que M. Humphrey, lorsqu'on lui demandait quelle philosophie avait guidé
la rédaction d'une première ébauche de la déclaration répondait que le document provisoire ne reposait sur aucune philosophie. Tandis que le Comité des droits de l'homme amorçait ses travaux sur l'ébauche d'Humphrey, René Cazin, délégué français et membre important du sous-comité de rédaction, était soucieux de trouver des formules n'obligeant pas le comité à prendre parti sur la nature de l'homme et de la société et à affronter des controverses métaphysiques. Le défi consistait à affirmer les droits communs à l'humanité, à affirmer que chacun de ces droits devrait être interprété en relation avec chacun des autres, et ce, de manière qui soit acceptable pour les nombreuses collectivités politiques du monde. Alors, comment la Déclaration universelle a-t-elle réussi? Lorsqu'on observe les 30 articles de la Déclaration, l'on remarque que les rédacteurs se sont servis de deux types de formulations. La première, toute personne a droit à. La deuxième, nul ne sera. Le Comité des droits de l'homme aurait pu utiliser systématiquement la même formulation. Tout individu a droit à la vie, par exemple, aurait pu être formulé, aurait pu se lire « Nul ne peut être privé de la vie ». Tout comme « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude » aurait pu être exprimé de manière plus générale, par « Toute personne a droit à la liberté relative au travail », par exemple. Pourtant, les deux types de formulation sont plus que des modes stylistiques différents pour exprimer le même engagement. La première formulation, « Chaque individu a droit à », énumère certains sujets abstraits, des choses, des descriptions générales d'action, voulant que tous aient droit à la vie, à la liberté, à l'égalité, à la liberté de religion, d'association, etc. Le second type de formulation diffère en cernant une action qui est prohibée, une injonction contre un acte, un devoir de ne pas commettre un geste donné. La différence est importante. Dans la Déclaration universelle, la liste des devoirs de ne pas commettre un geste donné comprend tenir autrui en esclavage, soumettre autrui à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, arbitrairement arrêter, détenir, exilier autrui, parmi d'autres exemples. En contraste, les dispositions de la Déclaration qui emploient la formulation du type « toute personne a droit à » ne contiennent que le verbe « avoir ». Aucune action ni inaction de quiconque ni d'un groupe quelconque de personnes n'est définie comme donnant le contenu des droits que tout chacun a. L'examen des instruments relatifs aux droits de la personne inspirés de la Déclaration universelle, notamment la Convention européenne des droits de l'homme et les chartes canadiennes et québécoises, révèle que les deux types de formulations continuent d'être utilisés, avec une préférence marquée pour le premier et ses mots-clés « a droit à ». Cette même préférence se manifeste dans le discours moderne sur les droits, qui utilise ordinairement la forme « chacun a droit à ». Cette grammaire des droits utilise deux termes. L'un étant la catégorie de personne, tout citoyen, tout inculpé, et l'autre le sujet, l'objet ou la description générale d'action, telles que la vie, la liberté, l'expression. On souligne alors l'importance des sujets auxquels les personnes ont droit. La Déclaration universelle et les instruments qu'elle a inspirés distinguent notamment la vie, la liberté, la sécurité, l'égalité, la conscience, la religion, l'expression, le travail, l'éducation, la culture comme sujets méritant une attention spéciale. Mais que signifie avoir droit à la vie, ou à la liberté, ou à la culture? La formulation des droits ne répond pas aux questions et elle ne félicite pas non plus les évaluations et les jugements nécessaires pour y répondre. Le caractère ouvert de la formulation « toute personne a droit à » était bien connu des rédacteurs de la Déclaration universelle qui ont cherché, comme l'énonce le préambule de la Déclaration, une conception commune de ces droits, mais une conception qui n'exigerait pas que soient établies les mêmes relations entre les personnes dans toutes les collectivités du monde. Pour cette raison, la formulation de l'article 3 de la Déclaration voulant que tout individu a droit à la vie a été préférée à des tentatives d'arriver à un accord sur des questions précises comme l'euthanasie, l'avortement ou la peine capitale. Pour la même raison, aucune tentative n'a été faite de trancher les débats concernant la propagande haineuse
et la diffamation dans les déclarations de l'article 10 de la Déclaration universelle selon laquelle toute personne a droit à la liberté d'expression. On pourrait citer de nombreux autres exemples. Malgré l'absence d'entente sur des questions précises dans la déclaration, le règlement éventuel de ces questions était central pour comprendre les droits affirmés. Sous la généralité d'un sujet auquel on déclare que tous ont un droit, se cache une multitude de relations interpersonnelles qui pourraient donner un contenu à ce même droit. Les rédacteurs de la Déclaration universelle ont envisagé la gamme d'actes, d'arrangements et de situations raisonnables, mais ont préféré ne pas stipuler lesquels devraient être choisis pour chaque collectivité du monde, même si chaque collectivité du monde doit néanmoins procéder à cette sélection afin de fournir à tous et à chacun le droit à tous les sujets énumérés. Ce manque de précision dans la déclaration était raisonnable pour des motifs auxquels nous reviendrons. Pour l'instant, remarquons deux caractéristiques importantes des actes, des arrangements et des situations qui sont absentes de la compréhension des droits que révèle l'expression privilégiée « chacun a droit à ». Premièrement, l'autre. L'autre qui est en relation avec la personne ayant droit à un sujet. Il n'apparaît nulle part. Comparons cela aux relations sous-entendues dans les injonctions « nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude, à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne commettra ces actes contre quiconque. » La catégorie des détenteurs de droits et la catégorie des détenteurs d'obligations sont toutes deux universelles. Deuxièmement, la compréhension privilégiée des droits occulte également les relations entre les personnes qui sont axées sur le devoir d'agir et de faire ou de ne pas agir ou de ne pas faire. Tous les actes, arrangements et situations concrétisant les droits au sein d'une collectivité doivent énoncer ce qui est requis, permis ou interdit entre les personnes. Une telle spécification exige de manière capitale de préciser qui sont ces personnes qui sont en relation avec le détenteur de droit. Car qui doit agir ou s'absentir d'agir en vertu de mes droits et comment devrais-je agir ou m'absentir d'agir de manière à respecter et protéger vos droits? En mettant spécialement l'accent sur la grammaire à deux termes « chacun a droit à », la Déclaration universelle, la Convention européenne et nos chartes canadiennes et québécoises n'orientent pas les réponses à ces questions. Même si elles signalent que toute personne a non seulement des droits, mais aussi des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible, la Déclaration universelle n'attire pas explicitement l'attention sur l'élément fondamental voulant que les devoirs quant à une personne ne sont pas précisément dus à la communauté, mais bien à chacun des membres de cette même communauté. Et que, sans ces devoirs, les sujets de la plus haute importance qu'énumère la Déclaration ne sauraient être convertis en droits. La Déclaration ne maintient fermement l'accent sur les droits lorsqu'elle abandonne le vocabulaire de droit et met l'accent sur les devoirs, tel que quand elle emploie l'expression « nul ne peut, nul ne sera ». Ici, les obligations négatives reposent sur tous et sont dues à tous. Chacun des membres de la famille humaine se trouve en relation avec tous les autres. La trop commune supposition que les droits de la personne ne sont détenus que contre l'État ne réussit pas à saisir la promesse de la Déclaration et son affirmation que les droits de la personne nécessitent que chacun reconnaisse ses devoirs envers chacun des autres et les réalise. Les campagnes contemporaines contre l'esclavage moderne, de la main-d'œuvre agricole, de l'exploitation sexuelle et de la traite de personnes ne ciblent pas l'action de l'État. Elles ciblent les atteintes aux droits de la personne par des acteurs non étatiques et elles font appel à la nécessité que le droit positif garantisse des relations justes entre les personnes. Bon,
Pour bien comprendre ce qui suit, rappelons que par droit à deux termes, j'entends cette grammaire de droit qui met l'accent d'une part sur une catégorie de personnes, chacun, tout citoyen, tout inculpé, et d'autre part sur un sujet ou une description générale d'action, la vie, la liberté, l'expression, auxquelles les personnes ont droit. Dans leur emploi des droits à deux termes, la Déclaration universelle, la Convention européenne et nos chartes canadiennes et québécoises s'abstiennent de préciser quels actes, quels arrangements, quelles situations concrétisons les droits de tous. Ainsi, la Déclaration des droits de la personne ne prescrit que les actions à accomplir que de façon embryonnaire. Elle guide le choix dans l'exercice d'un jugement pratique, mais ne fournit pas une orientation suffisante pour agir. Une lecture attentive de la Déclaration et de la Convention présuppose bien sûr la nécessité que l'interprète finalise la portée de ces droits. Pourtant, une lecture plutôt indisciplinée s'est installée. Si nous redirigeons notre attention du livret de la Déclaration de la Convention et de nos chartes vers la jurisprudence de nos tribunaux en matière de droits de la personne, on observe que les droits à deux termes se voient octroyer un sens pratique, ce qui prescrit l'action de façon embryonnaire dans le texte même de la Déclaration, Convention et de nos chartes, devient une orientation prescriptive pratique lorsqu'on traite l'élément à deux termes, chacun un droit à, comme un droit juridique dont on peut prendre acte. Mais, comme nous venons le voir, la Déclaration universelle, la Convention européenne et nos chartes, qui se servent de la grammaire à deux termes, ne fournissent pas les réponses aux questions suivantes. Comment devrais-je agir? Que dois-je faire pour respecter vos droits? Que puis-je faire au nom de mes droits? Malgré cela, la grammaire à deux termes des droits que privilégient les chartes est considérée, selon nos tribunaux, comme fournissant une réponse à une question préliminaire. Devant des questions comme « ai-je le droit de critiquer la politique de mon gouvernement en matière de soins de santé », de participer à un débat sur une question morale, politique controversée, de publier de l'information malgré l'interdit d'un tribunal, les juges nous enseignent que l'on doit interpréter la déclaration de la Charte selon laquelle toute personne a droit à la liberté d'expression. Cette instruction s'accompagne de la directive de procéder avec générosité et de fournir une interprétation large et généreuse, de manière à favoriser l'effet radiant de la liberté à l'expression. Ainsi, le mot-clé « expression » est censé inclure presque toute activité expressive. La liberté est censée exclure presque toute restriction de l'activité expressive et toute personne est censée englober tout un chacun sans exception. On en conclut que l'affirmation « toute personne a droit à la liberté d'expression » appuie la prétention juridique que j'ai le droit de dire n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel moment, sans interférence. Avec cette conclusion, on revient aux questions mises de l'avant et on répond oui, je peux critiquer mon gouvernement, participer à un débat moral politique controversé, enfreindre une interdiction de publication, le tout au nom de mon droit à la libre expression. La même approche interprétative tient pour d'autres droits dans les chartes des droits. Donc, aux questions, par exemple, ai-je le droit de voter à l'âge de 8 ans, alors que je sois légalement prisonnier, même si je n'ai jamais mis pied à mon pays de citoyenneté? La réponse est oui. Chaque citoyen a le droit de voter sans restriction, car aucune restriction ne peut être découverte à la lecture de la Déclaration « Tout citoyen a le droit de vote ». On pourrait multiplier les exemples relativement aux autres sujets inclus dans les chartes des droits, et les réponses seraient presque invariablement « oui, vous pouvez poser ce geste au nom de vos droits ». De cette manière, et nonobstant la formulation juridiquement laconique « chacun a droit à », l'approche reçue de nos tribunaux en matière de droits de la personne prétend donner un sens pratique au droit à deux termes. Il serait toutefois erroné de conclure que cette approche interprétative nous aide à répondre à la seule question réellement pratique « comment devrais-je agir ?» En effet, en vertu de l'approche reçue des droits à deux termes, il n'est que partiellement exagéré de conclure que tout un chacun a le droit de faire ce qu'il entend,
y compris, comme nous le verrons, le droit d'être libre du devoir de respecter les droits d'autrui. Les conséquences de l'approche reçue sont connues de ceux qui étudient la jurisprudence en matière de droits de la personne. Les revendications de droits recevables en vertu des chartes des droits sont souvent considérées comme étant en conflit. Lorsqu'une personne cherche à publier des énoncés diffamatoires sur une autre, on peut dire qu'elle agit en vertu de son droit à la libre expression, tout comme l'autre, qui fera l'objet de la diffamation, peut s'appuyer sur son droit à la vie privée et à la réputation pour bloquer la publication. Les droits, nous disent les tribunaux, sont en conflit, en concurrence. Dans son inattention aux autres, qui sont en relation avec le détenteur de droit, la jurisprudence peine à résoudre le conflit. Du point de vue de l'approche des droits à deux termes, la source des devoirs se trouve dans la loi. Les droits entrent en conflit les uns avec les autres, mais aussi régulièrement avec les lois d'une collectivité. Étant donné la conclusion de l'approche interprétative des droits à deux termes, où oui, votre action peut se faire au nom de vos droits, on peut affirmer que les droits entrent nécessairement en conflit avec une bonne partie du droit positif, y compris avec les obligations juridiques qui font partie des éléments les mieux établis d'un système juridique quelconque. À partir de cette compréhension, il s'ensuit que les lois d'une collectivité à la fois reconnaissent et affirment les droits de tous et, inévitablement et invariablement, entrent en conflit avec les droits qu'elles viennent d'accorder. Dans ces deux cas de conflit, c'est-à-dire entre deux droits ou entre un droit et une loi, l'interprétation des droits à deux termes montre ses limites. Dans un cas d'un conflit entre une loi et un droit, l'approche reçue de nos tribunaux ne conclut pas que le droit doit avoir préséance. Si c'était le cas, il ne resterait pas grand-chose de nos lois. En cas de conflit entre deux droits, l'approche reçue ne peut conclure que le droit doit avoir préséance sans éluder la question. Ainsi, l'approche reçue de l'interprétation des droits de la personne ne réussit qu'à répondre à la question « quel droit possédais-je » tout en vidant la réponse de pertinence pratique. Elle ne fournit aucune réponse à la question pratique centrale « puis-je agir sur la base de mes droits ?» Donc, comment l'approche reçue de nos tribunaux en matière de droits de la personne s'y prend-elle pour répondre à cette question pratique? Suivant le vocabulaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la jurisprudence introduit une deuxième évaluation, selon laquelle, dans l'exercice de ses droits, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi, exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits d'autrui, ou de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public ou du bien-être général dans une société démocratique. Pour la première fois dans le raisonnement des tribunaux sur les droits, l'existence d'autrui et de la société est reconnue, mais uniquement dans le langage nébuleux d'une limitation à l'exercice du droit. La Convention européenne pousse encore plus loin cette distorsion en assimilant la limitation à l'ingérence ou à une restriction à l'exercice du droit. Et les clauses limitatives de nos chartes canadiennes et québécoises vont plus ou moins dans le même sens. C'est plutôt malhabile. De ce point de vue, l'interprétation des droits n'est qu'un exercice préliminaire. En raison du caractère imparfaitement pratique des conclusions quant aux droits, les réponses fournies par l'approche des droits à deux termes pour évaluer la signification des droits de la personne nous disent que si l'action d'une personne est réalisée au nom de son droit, mais non pas si l'action peut ou doit être réalisée ou non. Ici, l'approche reçue de nos tribunaux suggère que, contrairement au droit lui-même, qui est sans limitation, l'exercice de ce droit est assujetti à des restrictions. Ces restrictions sont illustrées par un ensemble de termes plus ou moins interchangeables qui énumèrent les effets des limites sur différents exercices de droits d'une personne. On parle alors d'infraction, d'atteinte, de dérogation, de violation, d'empiètement ou de négation du droit. Comme ce vocabulaire le révèle, l'approche reçue tient pour acquis que la restriction légale de l'exercice des droits d'une personne est incompatible avec ses droits, même si un tel traitement vise à
assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui. À cette fin, l'approche reçue fait appel à une seconde évaluation pour estimer la justification de l'infraction, de l'atteinte ou de la violation du droit. L'approche reçue de nos tribunaux en fait appel aux normes de la proportionnalité pour répondre à la question véritablement pratique: puis-je agir selon mon droit, nonobstant le conflit avec les droits d'autrui ou nonobstant le conflit avec une règle de droit? En l'exercice des droits doit être proportionnel avec quoi? Ici, la jurisprudence fait appel sans discrimination à l'intérêt public, à l'intérêt de l'État, à l'intérêt général, ou au but collectif, aux intérêts collectifs, aux intérêts sociaux, aux objectifs communautaires, et ainsi de suite. Cette opposition entre les droits d'une personne et le public, la collectivité, la communauté et la société pousse le concept des droits jusqu'au point où le fait de se trouver en collectivité est la source de la violation des droits, plutôt que le fondement de leur compréhension. Dans chaque cas aux prises avec la justification d'une atteinte à un droit, le raisonnement juridique fait appel, parfois de façon convaincante, mais généralement pas, à la réalité qu'une personne n'est pas seule. Elle se trouve dans une collectivité avec d'autres. Alors que l'interprétation des droits à deux termes se demande si mon geste peut être posé au nom de mon droit, la justification des atteintes quant à mon geste fait appel aux droits, aux besoins, aux biens et aux responsabilités des autres en tant que membre d'une communauté que la Déclaration universelle nous dit, une communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de ma personnalité est possible. Ce faisant, l'approche reçue fait face à la question: la commission de cet acte en relation aux autres est-elle conforme à ce qui est justifié dans une société libre et démocratique? En d'autres mots, la revendication d'un droit est-elle juste? Le contraste entre les droits et ce qui est juste se manifeste chaque fois qu'un tribunal conclut que la violation ou l'atteinte à un droit est justifiée. Au moment d'examiner les dispositions réglementaires interdisant les publications qui exposent les personnes à la haine, la Cour suprême du Canada a commencé son analyse en affirmant que, parce que les propos haineux comportent un contenu expressif, il entre donc dans le champ d'application du droit à la libre expression. La conclusion de la Cour, selon laquelle les propos haineux constituent une façon de tenter de marginaliser les personnes en attaquant leur statut social et en compromettant leur acceptation au sein de la société, est une affirmation de la justice de la prohibition législative du discours haineux. Cette affirmation est exprimée dans la conclusion qu'il est juste de porter atteinte au droit. Selon cette interprétation, respecter à la fois le droit et la justice est impossible. Une conclusion similaire et pourtant plus catégorique domine l'évaluation des interdictions criminelles en matière de pornographie juvénile par la Cour suprême du Canada. L'analyse commence par rappeler que même si la nature lascive de la plus grande partie du matériel défini comme étant de la pornographie juvénile peut en atténuer la valeur constitutionnelle, elle ne l'annule pas. Le pornographe a donc un droit à la pornographie juvénile. Mais sur la question de la justification de l'atteinte par la législature à la liberté d'expression du pornographe, la Cour accepte non seulement la justification, mais va encore plus loin. Elle affirme que la possession de la pornographie juvénile doit être interdite. Selon l'évaluation de la Cour, il existe des raisons concluantes à agir de manière contraire au droit. Si le législateur respectait la liberté d'expression du pornographe, elle agirait de manière injustifiée. On voit ainsi un droit qui ne doit jamais être exercé. La notion d'atteinte justifiable à un droit équivaut à l'affirmation, selon ma thèse, que ce qu'une personne tente de faire en revendiquant son droit n'est pas juste, n'est pas justifié. Comme la démarche imposée par l'approche reçue requiert que les droits soient bafoués avant de s'attaquer à la question pratique centrale, elle permet le développement d'une compréhension des droits qui sépare le droit des droits. Il en résulte que les revendications de droits injustifiés peuvent être invoquées en droit et restreints, comme elles doivent l'être, uniquement en faisant appel à l'idée périlleuse
atteinte légalement justifiée à un droit légalement reconnu. Donc, quelle conception des droits promet de promouvoir une compréhension plus claire, c'est-à-dire quelle conception situe les droits comme étant des relations entre les personnes, résiste la bifurcation entre le droit lui-même et son exercice, et attire l'attention sur la multiplicité des actes et des arrangements qui donneront effet aux divers sujets énumérés dans les chartes de droit. À mon avis, j'ai la réponse. C'est une relation à 3 termes entre une personne, une action et une autre personne. Cette conception d'un droit à 3 termes situe le détenteur de droit en relation avec une autre personne et une action donnée. La structure correspondante des droits exige que l'on situe chaque revendication de droit dans une collectivité et que l'on se préoccupe de la justice de la revendication de droit en fonction de son impact sur toutes les parties à la relation qu'elle induit. Elle situe les droits comme étant des relations entre des personnes et invite à l'évaluation des revendications de droit à la fois du point de vue du détenteur de droit et du point de vue de celui ou celle qui est responsable d'une manière ou d'une autre envers le détenteur de droit. Donc, considérons l'affirmation sur laquelle tout individu a droit à la liberté d'expression. Avant que la revendication puisse orienter mon action, il est nécessaire de préciser cette affirmation. À cette fin, une série d'actes et d'arrangements doivent être sélectionnés parmi les autres possibilités plus ou moins raisonnables. Pour utiliser un exemple assez simple, la déclaration du droit pourrait signifier que j'ai la liberté de critiquer la politique étrangère de mon pays dans les pages d'opinion d'un journal. De façon corrélative du point de vue de l'autre, les acteurs gouvernementaux ont un non-droit opposable que je ne le fasse pas. Cela n'implique pas que j'ai le droit opposable que le journal publie mon opinion éditoriale, car du point de vue du journal, la rédaction du journal n'a aucun devoir de le faire. Le journal a plutôt la liberté de choisir son contenu. De façon corrélative, moi, j'ai un non-droit opposable d'orienter tout tel contenu. Toutefois, alors que le journal fait sa sélection éditoriale, sa liberté est conditionnée par son assujettissement aux poursuites pour certains contenus. De façon corrélative, une personne qui allègue la diffamation a le pouvoir de déposer une action civile. Cette maîtrise simplifiée des relations entre un journal et moi, le gouvernement et moi, et le journal et une partie, le poursuivant, s'articule autour du sujet expression auquel on déclare que tout individu a droit. Et les actes et arrangements qui tournent autour de ce même sujet expression seront multipliés, tandis que nous nous aventurons à considérer la gamme des relations entre les personnes et les actions en relation à la propriété intellectuelle et le droit d'auteur, la publicité commerciale, la publicité électorale, la censure, les interdictions de publication, le blasphème, l'incitation à la haine religieuse, les complots criminels et j'en passe. La raison pure ne fournira pas de réponse unique pour tous les choix qui doivent être faits pour désigner quelle relation entre des personnes devrait gouverner dans notre collectivité. La Déclaration universelle ne prescrit pas une compréhension universelle des relations précises entre les personnes qui matérialisent les droits de la personne. En invitant à la précision pour cerner le contenu ou la teneur du droit d'une personne, on peut éviter la distinction problématique sur laquelle s'appuie l'approche reçue de nos tribunaux entre le droit lui-même et le droit tel qu'exercé. À un niveau fondamental, la distinction est fausse en manquant de reconnaître que les droits sont précisément destinés à être exercés. Suggérer que l'on peut avoir un droit, mais que ce droit ne peut être exercé, crée une simple confusion. Soit j'ai la liberté ou le pouvoir de faire quelque chose ou je ne l'ai pas. Soit vous avez le devoir ou l'incapacité de faire quelque chose ou vous ne l'avez pas. À un autre niveau, fondamental celui-là aussi, la distinction omet de reconnaître que tous les droits ne sont pas destinés à être exercés par leur détenteur. Ce qui constitue le sens strict du terme droit pour plusieurs est un droit opposable, corrélatif au devoir d'autrui. En insistant régulièrement sur l'exercice du droit par le détenteur du droit, l'approche reçue perd de vue les droits opposables et les immunités qui sont tous deux corrélés à l'action d'une autre personne.
En encourageant une compréhension des droits qui met l'accent sur les relations entre les personnes et la question pratique centrale « Comment devrais-je agir ?», la compréhension des droits à trois thèmes remédie à de nombreux problèmes associés à l'approche reçue. Les distinctions entre un droit et son exercice, entre un droit et son atteinte justifiée, entre un droit et son conflit avec un autre droit ou une loi, ainsi de suite, chancellent toutes précisément parce qu'elles n'explorent pas la manière dont les relations relatives au droit impliquent plus qu'une personne. En vertu de l'approche reçue, les autres personnes ne sont reconnues qu'après que le droit ait été interprété et bafoué. Et pourtant, lorsque la jurisprudence en matière de droit de la personne se prononce en faveur du requérant ou du défendeur, il détermine une relation à trois termes entre ces deux acteurs. En d'autres mots, malgré la prétention que vous agissiez au nom de votre droit à la libre expression en me diffamant, mon gain de cause en poursuite civile établit en droit, et si cela est justifié au plan moral, que vous n'aviez pas la liberté d'agir ainsi. Les choses ne seraient-elles pas plus claires sans le malheureux langage des atteintes justifiées au droit? Quel sens y a-t-il à préserver la fiction selon laquelle vous aviez la liberté de me diffamer alors que vous ne l'aviez pas? L'affirmation « chacun a droit à » doit donc être assujetti à un processus de spécification avant de devenir ce qu'un droit doit être, c'est-à-dire prescriptif d'action. Nonobstant la formulation à deux termes privilégiés pour nos chartes, dans nos chartes, nous devons nous engager dans un processus de raisonnement pour plaider pour des relations à trois termes entre les personnes et les actions qui sont constitutives de droit. Contrairement à ce que prétend l'approche reçue de nos tribunaux, on ne peut pas argumenter à partir des droits tels que déclarés dans les chartes de droit, puisque, avant que les droits ne soient précisés, l'idée même des droits dans ces instruments est peu concluante. Qu'est-ce qui donc oriente ce processus de raisonnement? La trajectoire historique du mot latin « ius », auquel j'ai fait déjà référence, fournit une boussole. Le sens historique primaire du mot latin « ius » était compris comme la chose juste elle-même, chose renvoyant aux actes, aux arrangements, aux situations, tous des objets de relation de la justice. Dans cet usage, ius, le mot latin ius, renvoie à des actes, des arrangements et des situations et les évalue comme étant elles-mêmes justes ou non. On pourrait appeler cela le sens objectif de ius, signifiant que les actes, les arrangements et les situations sont en soi justes, comme le signalent les expressions de notre langue moderne, la bonne décision, la bonne action, il est juste que cela soit fait. La trajectoire historique du mot latin ius a développé un deuxième sens, maintenant dominant. En contraste allégué avec le sens objectif, un deuxième sens subjectif renvoie au droit d'une personne, le sujet, le droit que cette personne possède. Ici, ius est détenu par une personne plutôt qu'attribué à une situation, comme l'illustre le recours de notre langue moderne avec la formulation courante « toute personne a droit à ». Il est important de remarquer que certains suggèrent que le mot latin ius renferme donc deux sens, dont l'un ou l'autre a été privilégié à des moments différents de l'histoire des idées. D'abord, une évaluation objective d'une situation comme étant en soi juste ou non, et deuxièmement, un droit subjectif détenu par un sujet comme une revendication contre le devoir d'autrui. Sans écarter l'importance des différences entre le sens objectif et subjectif du mot latin ius, on serait induit en erreur si l'on cherche à tirer trop de conclusions de telles différences. Par exemple, en suggérant que le sens subjectif met l'accent sur les personnes, tandis que le sens objectif est axé sur les situations. Car quelles sont les situations dont la justice se préoccupe, sinon celles où interviennent des personnes? De telles situations tournent tout autour des relations entre des personnes et des actions interpersonnelles envisagées dans différents actes et arrangements que l'on peut décrire comme étant, objectivement, justes ou non. Dans ce cadre, les appels à l'usage moderne de droit ne devraient pas oublier le premier sens historique du terme,
sans lequel son appel concluant et préemptoire serait sans fondement. Pendant que l'on se préoccupe du point de vue d'un particulier dans une relation juste, il ne faut pas oublier l'autre, celui qui, avec le détenteur de droit, forme cette même relation. Bien sûr, on fera appel à un vocabulaire différent pour exprimer la relation juste du point de vue de l'autre. On parlera de son devoir, son non-droit opposable, sa responsabilité, son incapacité. Mais comme la pensée juridique romaine le comprend bien, le rôle d'une personne dans une telle relation peut être un fardeau, non un bénéfice, et nonobstant cela, est néanmoins appelé son ius. Pourquoi? Précisément parce que les évaluations de ce qui est juste, ce qui est dans le droit, supposent l'examen des deux côtés dans une relation entre des personnes. Même si cela peut sembler étrange aux oreilles modernes d'affirmer que la satisfaction de ma dette envers vous est mon droit, aucun inconfort de ce type n'accompagne l'affirmation presque équivalente selon laquelle la satisfaction de ma dette envers vous est juste. L'importance persistante du sens historiquement primaire de ius, mon latin ius, repose dans son appel au point de vue de toutes les personnes concernées par une situation, car ce qui est juste ne mérite ce titre que s'il est vrai pour toutes les personnes concernées. Si on perd la perspective de la relation étroite entre les usages anciens et plus modernes du mot latin ius, on risque d'employer les droits d'une manière qui les rend incapables d'exprimer les impératifs de la justice au sein d'une collectivité de personnes. Ce faisant, on risque d'abandonner l'idée, que Jean a mentionné, de la consubstantialité des droits et de la justice qui remonte aux juristes romains, à saint Thomas d'Aquin et à d'autres, jusqu'au rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, jusqu'à présent, la discussion n'a pas préservé une distinction nette entre les droits juridiques et les droits dits naturels de la personne. De cette manière, la discussion a suivi l'ambiguïté de l'expression « le droit » en matière de droit de la personne. Cette ambiguïté est la bienvenue, elle est peut-être même inévitable. Bien qu'il soit juste de dire que les droits sont supérieurs aux droits positifs, puisque l'autorité et l'obligation légale échouent si elles enfreignent des droits, la question est plus complexe, dans la mesure où de nombreux droits de la personne ont besoin du droit positif pour être matérialisés. La relation entre les droits et le droit positif est révélée par une lecture attentive de la Déclaration universelle. À un niveau, le groupe de personnes, chacun, tous, nul, auquel la Déclaration fait appel est non moins universel que tous les êtres humains et les membres de la famille humaine, car nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droit. Dans ce cadre, le droit positif est subordonné à notre adhésion morale universelle à la famille humaine. Cependant, la Déclaration fait aussi souvent appel à ce groupe plus restreint de personnes, celles qui sont dans ma collectivité politique. Elle le fait par des renvois à la loi, au tribunal, au gouvernement, ainsi que de façon variée à l'État, au pays, à la société, à la communauté. La nécessité de la communauté politique et de ses lois, ses tribunaux, ses gouvernements n'éclipse pas la priorité de la personne humaine, mais elle met l'accent sur la nécessité que le droit concrétise les droits que tout un chacun détient. Le législateur a un devoir positif de concrétiser les droits dans la collectivité. C'est une responsabilité spéciale qui assoit l'autorité même du législateur. Ainsi, bien que le droit soit correctement mesuré par rapport aux exigences des droits de la personne, il est également vrai, selon les termes mêmes de la Déclaration universelle, qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit. Où sont les droits, donc, au sein du droit positif, qui perfectionne les relations entre les personnes? Nul besoin de répéter nos raisons de conclure qu'on peut les trouver dans les chartes des droits basées sur la Déclaration universelle et qui emploient l'expression « chacun a droit à ». On reste sur le bon chemin, à mon avis, en étudiant le droit de tous les jours, les délits, les contrats et les biens, entre d'autres domaines juridiques. Les traditions du droit civil et de la common law font référence à ces domaines juridiques comme le droit des obligations et non comme le droit des droits de la personne. C'est vrai.
Mais ce que nous enseignent les droits à 3 termes est qu'une bonne partie du droit positif peut être conçu du point de vue de 2 personnes, de manière à ce que le devoir d'une personne soit corrélé au droit de l'autre. Même si le droit positif préfère souvent le vocabulaire des devoirs et des obligations au vocabulaire des droits, il est néanmoins plausible d'affirmer que le droit en matière de droit de la personne ne forme pas une catégorie spéciale du droit positif, mais est plutôt inhérent à tout droit positif raisonnable. Un droit qui cherche à respecter et à matérialiser les droits de la personne de tout un chacun en collectivité. Donc, pour conclure, le droit positif est requis pour concrétiser les droits de la personne. Le législateur a une responsabilité première envers la collectivité de réfléchir et d'agir juridiquement. Assurément, l'Assemblée législative et les tribunaux prennent part au plan continu pour énoncer les relations de droit entre les personnes dans la collectivité. Mais la législature porte la première responsabilité de déterminer, parmi les sens possibles envisagés par les déclarations de droit à 2 termes, celui qui sera le bon sens pour cette collectivité. Le bon législateur cherche à régler à la fois la question « est-ce mon droit ?» et la question « puis-je agir en me fondant sur mon droit ?» par la même réponse. Car, comme les lois spécifiant les relations de droit entre les personnes la rendent manifeste, il s'agit d'une seule et même question. Cela est au cœur de la prétention du droit positif d'orienter mon jugement, mon choix et ma question quand je considère la question pratique centrale « Comment devrais-je agir? » Merci. On me reproche parfois d'exagérer, alors je veux simplement dire que j'ai trouvé cette conférence fantastique. J'ai trouvé que cette perspective-là qui n'est pas simplement une vue de l'esprit, parce que la perspective en 2 temps place l'État et la société dans une posture liberticide. Parce qu'on ne réalise pas que les enjeux relationnels soulevés par la liberté. Alors, merci beaucoup, Grégoire. Les conférences Chevrette Marx sont l'occasion de braquer les projecteurs sur les esprits fins qu'il ne nous est pas donné d'entendre aussi souvent qu'on le voudrait et qu'ils le méritent. Au nombre de ces personnes d'exception figure Mme Christine Vézina. Mme Vézina, aujourd'hui professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université Laval, a l'insigne honneur d'être 2 fois diplômée de notre faculté, où elle a fait son baccalauréat, promotion 1996, et accompli ses études de doctorat sous la direction de Karim Benyekleff et Guy Rocher, 2 des esprits les plus universels que compte cette faculté. Sa thèse de doctorat, intitulée « Pratique communautaire de lutte au VIH et droit à la santé, une exploration de l'effectivité du droit », a été soutenue en octobre 2013 à l'Université de Montréal et a reçu une mention exceptionnelle, ainsi que le prix de la meilleure thèse décernée par l'Association des professeurs et des professeurs de droit du Québec en 2014. Ce projet doctoral s'inscrivait dans une trajectoire amorcée en 2002, Mme Vézina commençant alors à travailler dans le milieu communautaire de la lutte au VIH-Sida en Afrique et au Québec, et ce jusqu'en 2010. De 2008 à 2016, elle a été administratrice du réseau juridique canadien VIH-Sida. Elle est également membre du conseil d'administration de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice. Ses thèmes de recherche actuels portent sur la culture juridique des droits de la personne, la justiciabilité des droits sociaux et la mobilisation du droit par les organisations non gouvernementales. Avec un tel bagage, il ne fait aucun doute que Mme Vézina en sait long sur les liens entre le droit, les droits et la justice. Je vous prie de bien vouloir l'accueillir. Merci beaucoup pour cette présentation, Jean. Merci à toi et à Anne Roux pour m'avoir gentiment invité à participer à cette 5e conférence annuelle Chevrette Marx.
Je me sens très privilégiée d'être ici parmi vous et je salue M. Herbert Marx et son épouse ainsi que Mme la doyenne qui est dans la salle. Mes remerciements vont aussi à notre conférencier Grégoire Weber pour cette communication profondément éclairante et stimulante qui ouvre de vastes champs des possibles pour la recherche sur les droits de la personne et pour la pratique. La prestation du professeur Weber est aussi particulièrement remarquable parce qu'elle réussit, en partant d'une perspective de philosophie du droit, à toucher des auditoires non initiés. À l'image des droits qui doivent être infusés dans le droit, Grégoire Weber réussit à infuser la philosophie du droit dans les esprits façonnés par d'autres approches théoriques et, vous saurez le dire mieux que moi, par la pratique. Vous l'aurez compris, je ne suis pas philosophe du droit. Mes travaux sur les droits de la personne, et plus particulièrement sur les droits économiques, sociaux et culturels, s'inscrivent dans une perspective socio-juridique. Je m'intéresse au droit vivant, au droit en action, tel qu'il est pensé, utilisé, pratiqué, manipulé par les acteurs du droit et les profanes, pour chercher à comprendre la marginalisation des droits économiques, sociaux et culturels au Canada et au Québec. En partant de cet ancrage qui est le mien, mon intervention reposera sur les liens qui se dessinent entre les réflexions du professeur Weber et mes travaux sur la culture juridique des droits de la personne, sur la mobilisation des droits et sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mes propos chercheront notamment à ouvrir la discussion vers les manières d'opérationnaliser la concrétisation des droits dans le droit, en se concentrant sur le rôle du législateur dans cette entreprise. Cette préoccupation pour le rôle du législateur dans la concrétisation des droits de la personne est, je crois, un point de contact central entre le travail du professeur Weber et le mien, et ce, même si des trajets complètement différents nous amènent à cerner ce thème peu traité dans la littérature juridique contemporaine. Il faut d'ailleurs noter sur ce point que le professeur Weber contribue à renverser cette tendance et qu'il a publié récemment un ouvrage passionnant sur cette question. De mon côté, ce sont mes recherches sur la culture juridique des droits de la personne et la justiciabilité des droits sociaux qui m'ont amené à m'intéresser au rôle du législateur dans la mise en œuvre de ces droits. Tout un chantier de travail empirique est d'ailleurs prévu au cours des prochaines années pour documenter au Québec les rapports entre les droits économiques, sociaux, culturels et la loi. Mon intervention, à titre de répondante, prend racine dans une idée phare exprimée par le professeur Weber, celle du constat que l'approche reçue en matière de droits de la personne contribue à créer une scission entre les droits et le droit qui influence la conceptualisation des fonctions judiciaires et législatives et qui évacue le collectif en tant que fondement de la compréhension des droits. Cette situation cristallise les tensions entre les droits de tous, produit une conception des droits déraisonnable en prévision de l'action et donne lieu à la reconnaissance de droits non susceptibles d'être exercés et donc, par conséquent, à des déclarations de droits injustes. Ces écueils nous invitent à réfléchir aux manières d'introduire dans le droit une plus grande interdéfinissabilité des droits et de la justice et au rôle du pouvoir législatif dans la concrétisation des droits de la personne. Je me livrerai à cet exercice de réflexion en abordant 3 points. Je traiterai dans un premier temps de la pertinence d'interroger la culture juridique des droits de la personne pour mieux cerner les rapports entre les droits et la loi, et plus précisément, les conceptions des droits qui sont privilégiées par les acteurs concernés. Je chercherai aussi à démontrer en quoi cette recherche pourrait être bonifiée par la perspective analytique proposée par le professeur Weber. Dans un deuxième temps, je présenterai le concept de mobilisation programmatique des droits et je ferai ressortir la portée structurante de cette approche pour une prise en compte des relations juridiques multiples susceptibles d'interagir dans des contextes donnés. J'exposerai également la valeur ajoutée de la conception des droits à 3 termes pour limiter les écueils associés à ce type de mobilisation des droits. Enfin, dans un troisième temps, j'évoquerai l'obligation de mise en œuvre des traités des droits de la personne à la charge de l'État pour voir en quoi cette obligation peut constituer un vecteur de concrétisation des droits dans le droit. Alors, première partie, quelle culture juridique des droits de la personne dans l'enceinte législative? Quel rapport entre les droits et le droit?
La recherche sur la culture juridique des droits de la personne, au sens entendu par Lawrence Friedman, vise à mettre en lumière les représentations, les pratiques et les valeurs des acteurs du droit. Ce type de recherche est particulièrement pertinent pour rendre visible ce qui oriente l'action juridique ou lui confère une signification en se tenant à mi-chemin entre l'idéalisme et le réalisme. Je reprends ici les termes de Jean Guibéry. Cette culture ou cet habitus des acteurs influence le répertoire des arguments juridiques, la rhétorique du droit et affecte le développement du droit substantif sans pour autant que les acteurs du système juridique eux-mêmes aient une conscience réflexive du phénomène. La recherche qui m'occupe présentement interroge les liens entre la culture juridique des droits de la personne et la justiciabilité des droits sociaux. Dans ce cadre, j'étudie la pratique et le discours des acteurs qui gravitent de près ou de loin dans l'enceinte judiciaire, les juges, les avocats, les procureurs, les auteurs de doctrine, les facultés de droit. Sans vouloir entrer ici dans la présentation exhaustive de mes résultats de recherche, je souhaite aborder un point ici des entretiens avec les avocats de l'aide juridique qui illustre la pertinence de ce type de recherche pour mieux comprendre les rapports entre le droit et les droits et ses implications dans la pratique du droit. Il ressort en effet de manière marquée des données colligées à ce jour que les avocats de l'aide juridique perçoivent le droit positif en vigueur comme un véritable vecteur de concrétisation des droits sur des sujets qui concernent principalement, mais de manière non exhaustive, la garde en établissement, les ordonnances de soins et les révisions à l'aide sociale. Cette représentation du droit positif influence la manière dont ils donnent un sens à leur pratique et contribue à légitimer le non-recours aux chartes dans leurs dossiers en matière sociale. En entretenant l'idée que les droits sociaux de la personne sont concrétisés dans les lois, les avocats de l'aide juridique concentrent leur démarche judiciaire sur les lois concernées, sans chercher à plaider formellement les chartes qui sont plutôt destinées à interpréter les dites lois et à structurer de manière implicite les arguments qu'ils soutiennent. Selon certains, il serait même plus judicieux d'agir ainsi, car il existerait chez les juges une réticence, si ce n'est une hostilité à l'endroit des arguments fondés explicitement sur les chartes dans ce type de dossier. Ces résultats préliminaires, les entrevues ne sont pas encore terminées, laisse entrevoir un thème émergent susceptible d'offrir un éclairage pertinent sur la manière dont les rapports entre les droits et le droit sont façonnés par la pratique et ses contingences cognitives, matérielles et temporelles. On note aussi que l'agencement de ces rapports peut avoir des répercussions sur la pratique, ici en l'occurrence la mise à l'écart d'un recours formel aux chartes, pour faire valoir les droits de la personne, et qu'il peut aussi révéler, cet agencement, les stratégies judiciaires et les véhicules juridiques les plus à même d'assurer l'exercice des droits en matière sociale. Il n'y a certainement pas que les rapports entre les droits et le droit qui peuvent être éclairés par la recherche sur la culture juridique des droits de la personne. Il est évident, en effet, que l'ensemble des données empiriques provenant des entretiens avec les avocats et les représentants des organisations non gouvernementales qui manipulent les droits pourront aussi offrir un terrain pertinent pour analyser les conceptions des droits à 2 ou à 3 termes, c'est une question, qui prévalent chez les acteurs experts et les acteurs dits profanes qui sont appelés à interagir avec le système judiciaire. Sur un plan plus prospectif, la nouvelle recherche que j'entamerai ce printemps sur la culture juridique des droits de la personne chez les acteurs du pouvoir législatif pourra aussi éclairer le rôle joué par cette entité dans la concrétisation des droits par la loi. Cette recherche visera à mettre en lumière les pratiques, ce qui comprendra notamment l'analyse des projets de loi et des lois, les représentations et les valeurs des acteurs législatifs, les acteurs parlementaires, chefs de cabinet, avocats contentieux et autres acteurs qui restent encore à identifier. Donc, je reprends. Cette recherche visera à mettre en lumière les pratiques, les représentations et les valeurs de ces acteurs en matière de droits de la personne pour cerner la place qui occupent les droits économiques, sociaux et culturels. Les concepts de droit à 2 et à 3 termes mis de l'avant par le professeur Weber me permettront d'affiner la grille d'analyse et bonifier les questionnaires d'entretien semi-dirigés pour documenter d'une part l'interdéfinissabilité des droits et de la justice et d'autre part pour mieux comprendre les relations entre les droits des uns et des autres dans la perspective du législateur.
Au-delà de ces aspects ciblés, la recherche sur la culture juridique des droits de la personne qui prévaut chez les acteurs de l'action législative pourra gagner en profondeur en abordant une question qui me semble centrale après avoir entendu le professeur Weber, celle de savoir si le clivage erroné entre les droits et le droit propre à la conception des droits à deux termes est intériorisé par le législateur et si oui, quels en sont les effets sur la manière de concrétiser les droits dans le droit. Autrement dit, il me semble qu'il faudra chercher à savoir si dans l'ère du constitutionnalisme, le législateur n'a pas lui-même intériorisé, voire contribué à créer la dichotomie entre les droits et le droit évoquée par le professeur Weber, en simplifiant à outrance des problématiques qui auraient été passablement plus complexes si elles avaient été analysées au prisme des droits à trois termes. Au final, et pour conclure sur ce premier point, il est indéniable qu'une recherche centrée sur l'étude des lois elles-mêmes pourra permettre de documenter les conceptions des droits qui prévalent chez le législateur. La valeur ajoutée de la recherche socio-juridique résidera dans sa capacité à identifier, du point de vue des acteurs eux-mêmes, le rôle qu'ils s'attribuent dans la concrétisation des droits de la personne, ainsi que les obstacles auxquels ils sont confrontés et les leviers dont ils disposent à cette fin. En même temps, il est indéniable que la perspective analytique développée par le professeur Weber pourra contribuer à bonifier cette démarche de recherche empirique. Ce qui m'amène maintenant à aborder la deuxième partie de mon intervention, qui porte sur la portée structurante de la mobilisation programmatique pour penser les droits à trois termes. Le point donc que je souhaite maintenant aborder est donc celui de cette portée structurante de la mobilisation programmatique pour une prise en considération de tout l'éventail des relations juridiques nécessaires aux fins de la concrétisation des droits. Nous verrons aussi que la conception des droits à trois termes présentée par le professeur Weber peut offrir des remparts contre les risques de technicisation qui découlent de cette approche de mobilisation des droits. Le concept de mobilisation du droit, largement théorisé par Michael McCann, renvoie à l'idée que le droit est une ressource susceptible d'être utilisée par les mouvements sociaux aux fins de la transformation sociale. La recherche théorique et empirique dans ce domaine témoigne des divers usages du droit dans l'arène juridique et les sphères politiques et sociales et de leurs multiples effets. Ce que je qualifie en langue française de mobilisation programmatique du droit se distingue des travaux que je viens d'énoncer. Le concept renvoie plutôt au Human Rights-Based Approach, les approches basées sur les droits humains, qui, en étant jumelées à une thématique, vise à proposer des politiques publiques, des lois, des programmes qui sont explicitement destinés à réaliser des droits par opposition à des réponses à des besoins. Il peut s'agir par exemple de Human Rights Approach to Poverty, to Disability, to Health, etc. Les Nations Unies recourent abondamment à ce cadre d'analyse pour structurer les programmes mondiaux de lutte à la pauvreté et de développement depuis la fin des années 90. Les chercheurs du mouvement Health and Human Rights, issus de la santé publique, du droit et de la pratique, ont publié dans la revue du même nom de nombreuses études sur les approches de santé basées sur les droits de la personne, en matière notamment de lutte au VIH/SIDA et de santé sexuelle des femmes. Même le Canada souscrit officiellement à cette démarche dans le domaine de l'aide internationale. De manière plus concrète, la démarche exige d'extirper du contenu des droits ses principaux indicateurs, tels que la non-discrimination, la participation, l'imputabilité et les recours effectifs, et de les traduire, de les opérationnaliser dans des politiques, des lois et des programmes. La loi sur la pauvreté au Québec, adoptée en 2002, et plus récemment la loi fédérale sur la stratégie nationale sur le logement, en sont des exemples bien imparfaits. Au plan plus théorique, la mobilisation programmatique témoigne d'une forme de mobilisation horizontale des droits, où ces derniers ne sont plus conçus comme une arme ou un bouclier, mais plutôt comme une prescription d'agir diffusée en réseau. Les droits deviennent alors caméléons et se fondent dans les sous-systèmes sociaux concernés par le biais des lois, des programmes et des pratiques. Ce type de démarche programmatique est sans doute plus englobante qu'une revendication de droits individuels dans l'enceinte judiciaire. Elle exige par essence une prise en compte des diverses relations juridiques susceptibles de permettre la réalisation des droits
et appelle à structurer de manière cohérente les divers actes et arrangements nécessaires à cette fin. Dans ce type de démarche, le collectif peut difficilement être évacué pour ne jouer qu'un rôle justificatif en aval. Il doit être pris en compte pour embrasser le large spectre de ramifications qu'exige la démarche de concrétisation du droit, des droits. L'approche de mobilisation programmatique des droits semble donc, a priori, entretenir des affinités naturelles avec la conception des droits à 3 termes. La complexité et l'étendue de ce type de démarche exigent un travail interdisciplinaire où les juristes spécialistes des droits de la personne doivent travailler avec les experts de contenu des autres disciplines concernées. De ce fait, c'est une forme de mobilisation des droits qui se situe à la marge de la discipline juridique et qu'on associe peut-être plus aisément au domaine des politiques publiques. Elle s'accompagne habituellement de stratégies de suivi et évaluation qui reposent sur des indicateurs qui, eux aussi, exigent la contribution de diverses disciplines concernées aux fins de leur élaboration. Une des principales critiques formulées à l'égard de ce type d'approche de mobilisation des droits réside dans le risque de dépolitisation des enjeux qu'elle peut induire en technicisant les droits de la personne. Cette critique, supportée notamment par l'anthropologue du droit Sally Engelmary, ou plus près de nous par la professeure Lucie Lamarche, met de l'avant l'idée que le recours aux indicateurs pour évaluer la réalisation des droits de la personne risque d'évacuer les enjeux politiques, les rapports de pouvoir qui s'inscrivent au cœur des droits de la personne, au profit d'indicateurs quantitatifs aux vertus limitées pour expliquer la complexité du réel. Le cadre analytique des relations juridiques de Hoffeld me semble pouvoir offrir une réponse à cette critique maintes fois réaffirmée dans la littérature, en offrant des leviers pour réintégrer la perspective juridique dans l'approche programmatique des droits. En effet, en se recentrant sur les relations entre les personnes, dans le but de permettre un véritable exercice des droits et non pas une simple déclaration, la conception des droits à 3 termes semble de ce fait permettre d'éviter l'écueil d'une évacuation de la justice au profit d'indicateurs techniques apparemment justifiés par la complexité des relations que cherche à embrasser l'approche programmatique. Autrement dit, alors que la complexité semble avoir légitimement évacué la justice des approches programmatiques, c'est précisément la force du schéma des relations juridiques d'Hoffeld de concilier ces deux pôles, et en ce sens, il me semble pertinent d'y puiser pour réhabiliter l'idée de départ des approches programmatiques qui consistait à concrétiser des droits. Ce qui m'amène enfin à ma 3e partie. Le temps file. Je serai un peu plus synthétique pour aborder la question de l'obligation de mise en œuvre des traités en tant que vecteur de concrétisation des droits par le droit. Je veux évoquer ici l'obligation de mise en œuvre des traités en tant que vecteur de la concrétisation des droits par le droit tel que je viens de l'annoncer, et je m'appuierai plus précisément sur l'obligation de mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à la charge du Canada et du Québec depuis 1976, date à laquelle ils ont ratifié cet instrument. Le choix de cet instrument est bien sûr influencé par mes recherches, mais je pense aussi que la structure englobante de ces droits, qui sont souvent qualifiés de droit global ou de droit parapluie, constitue un terreau fertile pour une analyse de la conception des droits à 3 termes. En effet, au terme des observations générales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels chargé de l'interprétation de ce texte, on constate, en lisant ces documents, que ces droits imposent par essence de décliner les nombreuses relations juridiques qu'ils sous-tendent aux fins de leur concrétisation. C'est l'article 2.1 du PIDESC, du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui formalise le contenu de l'obligation de mise en œuvre imposée aux États. Cet article va comme suit. Chacun des États partis au présent pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur les plans économiques et techniques, au maximum de ses ressources disponibles en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent pacte, par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. Il est indéniable que cette obligation d'adopter des lois pour concrétiser les droits économiques, sociaux et culturels impose à la charge de l'État de préciser quels actes, quels arrangements et situations concrétiseront les droits de tous.
Je reprends ici les mots du professeur Weber. À cette fin, un travail de concertation avec tous les ministères concernés est requis pour décliner les droits dans tous les secteurs concernés. La charge est complexe et l'absence de méthode destinée à opérationnaliser de manière systématique ces engagements constitue un obstacle de taille pour les acteurs concernés. Cette situation laisse cours à l'élaboration de réponses aléatoires qui nuisent à la concrétisation des droits dans le droit. Face à ces obstacles, la perspective analytique d'Orfeld peut servir de fondement à une telle méthode en offrant une matrice pour conceptualiser de manière claire l'ensemble des relations justes entre les personnes appelées à se déployer par la concrétisation des droits économiques, sociaux et culturels. Cette approche permettrait de plus de donner effet au principe d'interrelation, d'interdépendance et d'indivisibilité des droits proclamé par la Déclaration de Vienne de 1993, qui suppose que la concrétisation des droits des uns sous-tend l'exercice des droits de tous. À une échelle plus ontologique et pour terminer, je ne peux omettre de dire que l'analyse du professeur Weber m'amène à identifier une nouvelle clé de compréhension de la marginalisation des droits économiques, sociaux et culturels à laquelle ont longtemps été confrontés ces droits en droit international et qui perdurent en droit interne. Ne peut-on pas en effet penser que les droits économiques, sociaux et culturels ont été à tort considérés pendant longtemps comme étant dépourvus de toute juridicité en raison de la complexité qu'ils sous-tendent aux fins de leur mise en œuvre? Ne peut-on pas penser que la conception des droits à trois termes qu'ils sous-tendent constitue une piste susceptible d'expliquer leur justiciabilité défaillante en droit interne? Je ne prétends pas ici avoir la réponse à cette question, mais il est indéniable que l'analyse du professeur Weber, qui suppose de réintroduire la complexité dans l'interprétation et la concrétisation des droits, me permettra de revenir à ces questions fondamentales. Merci pour votre attention. Grégoire l'opportunité de répondre. Très, très brièvement. Alors, j'ai conclu ma conférence en faisant appel aux droits de tous les jours. Et Christine, elle, fait appel aux droits vivants, aux droits en action. Alors, elle reprend d'une autre perspective de recherche académique le même thème avec lequel j'ai terminé. Donc, je ne fais que formuler 2 ou 3 petites pensées. La première, c'était que j'étais bien rassuré d'apprendre que les avocats de tous les jours, ceux qui font de la pratique de l'aide juridique, conçoivent leur travail comme étant du travail de droit de la personne. C'est une autre perspective, c'est pas une que j'avais abordée, mais c'est une qui me semble appuyer une bonne partie de la thèse que j'ai développée avec vous ce soir. La deuxième pensée, la mobilisation des droits. J'ai fait appel pour conceptualiser les droits à la collectivité. Christine nous souligne comment la collectivité est également importante pour la mobilisation ou la réalisation des droits et de leur exercice. Alors, encore d'une autre perspective de recherche académique, on se rejoint. Finalement, la mise en œuvre d'un traité international. Encore là, je crois que nos 2 plans de recherche se rejoignent très bien dans la mesure que quand le Canada, par exemple, se présente devant des organes internationaux pour justifier sa mise en œuvre de traités internationaux, le Canada fait parfois appel aux chartes, mais fait souvent appel aux droits de tous les jours, le droit légiféré, le droit ou le droit positif tout simple. Alors voilà, sur le 3e point de Christine, une autre façon dont je crois que nos 2 thèses se rejoignent. Donc un gros merci pour ce beau commentaire. Alors, on a encore du temps. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait poser des questions? Il y a 2 personnes, il y a Luc et monsieur. Monsieur, votre nom? Oui, Jacques Hébert, avocat.